5 nourrices en 6 mois. C'était le taux de roulement au domaine Coven. La dernière est partie dans une ambulance avec 3 côtes cassées et un ego brisé. Tout le monde dans le territoire du Montana chuchotait que les enfants d'Alpha Gideon n'étaient pas juste espiègles. Ils étaient maudits, des monstres en devenir. Mais quand Tessa Reynolds a franchi ses grilles de fer, elle n'a pas apporté de fouet en argent ou de peur. Elle a apporté un secret assez sombre pour rivaliser avec le propre passé de l'alpha. Elle a regardé ses chiots terrifiants dans les yeux et n'a pas scellé. Ceci est l'histoire de comment la fille que personne ne voulait a apprivoisé les bêtes que tout le monde craignait, et pourquoi la chose la plus dangereuse dans cette maison n'était pas les loups-garous, c'était la vérité. La pluie martelait le toit du SUV noir alors qu'il serpentait les lacs traîtres des montagnes Bitterroot. Tessa Reynolds regardait par la fenêtre embuée, son reflet montrant une femme pâle et fatiguée qui semblait plus âgée que ses 24 ans. Sur ses genoux, ses mains étaient serrées si fort que ses phalanges étaient blanches. Vous savez, marmonna le chauffeur, ses yeux clignotant vers le rétroviseur. Son nom était Jensen. Un loup gamin avec une cicatrice traversant son sourcil. La plupart des gens rebroussent chemin à la deuxième porte. Je peux faire demi-tour. Aucune honte là-dedans. Tessa ne détourna pas le regard de la fenêtre. Le chèque est-il encaissé si je fais demi-tour, Jensen? Non. Alors continuez à rouler. Elle avait besoin de l'argent. C'était un cliché, mais la tragédie investissait rarement dans l'originalité. Son jeune frère Toby était assis dans une clinique spécialisée à Seattle, avec un trouble auto-immune rare dont l'assurance s'était moquée. L'Amute Coven, spécifiquement l'Alpha Gideon Coven, offrait un salaire qui ressemblait moins à une fiche de paye et plus à un paiement de rançon. 10 000 $ par mois, chambre et pension incluses. La description de poste était simple, fournisseur de soins pour enfants et éducateur pour 2 enfants, âgés de 7 ans. La réalité, selon les commérages locaux dans la ville de Derby en bas, était différente. Les jumeaux Coven, Léo et Sophie, étaient sauvages. La rumeur voulait que leur mère soit morte pendant l'accouchement. Et dans ces derniers instants, elle leur avait transmis une souche de lycanthropie volatile et corrompue. Ils se sont transformés trop tôt. Ils mordaient, ils chassaient le personnel pour le sport. La voiture ralentit jusqu'à s'arrêter devant une structure tentaculaire de pierre sombre et de bois. Cela ressemblait moins à une maison et plus à une forteresse conçue pour garder les choses à l'intérieur ou à l'extérieur. Jensen déverrouilla les portes. Alpha Coven est dans la bibliothèque. 2e étage, dernière porte à gauche. Bonne chance, Tessa. Essayez de ne pas saigner sur le tapis. Tessa sortit sous la pluie glaciale, saisissant sa valise unique et abîmée. Elle monta les marches en pierre, ignorant la façon dont les poils de ses bras se hérissaient. Elle n'était pas un loup. Elle était humaine. Mais elle avait grandi autour de meutes. Elle connaissait la sensation des phéromones alpha. L'air ici en était épais. Cela avait le goût d'ozone et de pain brûlé. Dominance. L'intérieur de la maison était silencieux. Pas le silence paisible d'une bibliothèque, mais le silence retenu d'un terrain de chasse. Elle navigua le grand escalier, ses baskets mouillées grinçant sur le marbre immaculé. Quand elle atteignit la bibliothèque, les lourdes portes en chêne étaient déjà entr'ouvertes. « Entrez !» commanda une voix. C'était profond, résonnant dans sa cavité thoracique. Tessa poussa la porte. Gideon Coven se tenait près de la cheminée, le dos tourné vers elle. Il était massif, ses épaules tendues contre une chemise habillée anthracite. Quand il se tourna, Tessa dut physiquement combattre l'envie de reculer. Il était d'une beauté dévastatrice, avec des pommettes saillantes et des cheveux de la couleur de minuit. Mais ses yeux étaient le problème. Ils étaient dorés, luisants faiblement, et remplis d'une fatigue si profonde qu'elle semblait douloureuse. 3 cicatrices déchiquetées couraient le long du côté gauche de son cou, souvenir d'un challenger ou peut-être de ses propres enfants. « Vous êtes plus petite que la dernière », dit Gideon, ignorant les amabilités.
Il marcha vers son bureau et ramassa un dossier. Tessa Reynolds, pas de casier judiciaire. Expérience précédente dans l'enseignement d'enfants à besoins spéciaux à Chicago. Aucune affiliation à une meute. Je ne suis pas affilié, confirma Tessa, gardant sa voix stable. Mais je connais vos lois. Gideon jeta le dossier. Connaître les lois et survivre à ma maison sont deux choses différentes, mademoiselle Reynolds. Mes enfants, ils sont difficiles. J'ai géré difficile. Vous avez géré des crises de colère, corrigea Gideon, sa voix baissant d'une octave. Vous n'avez pas géré des prédateurs. Léo et Sophie ont forcé 3 métamorphes à une retraite anticipée. La dernière nounou humaine a duré 6 heures. Ils ont senti sa peur et l'ont chassé à travers les lestes. Il s'approcha, la chaleur rayonnant de lui oppressive. Avez-vous un désir de mort, Tessa? J'ai un prêt immobilier et des factures médicales. Elle mentit habilement sur le prêt immobilier. Et je ne m'effraie pas facilement. C'est ce que Gideon étudia, reniflant l'air subtilement. Il vérifiait l'odeur de la peur. Tessa réprima ses émotions, un truc qu'elle avait appris il y a des années. Mur, océan calme, rien à voir. Bien, grogna Gideon. Apparemment déçu, il ne pouvait pas sentir la terreur. Il glissa un morceau de papier sur le bureau en acajou. Ceci est une décharge de responsabilité. Il stipule que la meute Coven n'est pas responsable du démembrement, du traumatisme psychologique ou de la mort. Signez-le et vous commencez immédiatement. Tessa ramassa le stylo sans hésiter. Elle signa son nom d'une écriture nette et bouclée. Une condition, dit Tessa posant le stylo. Gideon leva un sourcil. Vous n'êtes pas en position de négocier. J'ai besoin d'une pleine autorité, dit-elle, le regardant dans les yeux. Quand je suis avec eux, je suis l'alpha de cette pièce. Vous n'intervenez pas à moins qu'il n'y ait du sang. Sang artériel. Gideon laissa échapper un rire sombre et sec. Si vous pouvez les faire écouter un mot que vous dites, vous pouvez vous proclamer reine du Montana pour tout ce que ça me fait. Ils sont dans le solarium. Tessa se tourna pour partir. Tessa appela Gideon juste au moment où elle atteignait la porte. Elle regarda en arrière. Ne les regardez pas dans les yeux, avertit-il. Ils le prennent comme un défi. Tessa ne sourit pas. Bien. Le solarium était à l'arrière de la maison, une pièce aux murs de verre remplie de plantes exotiques qui avaient été déchiquetées. L'humidité était élevée et l'odeur de terre mouillée et de musc était écrasante. Tessa entra, fermant la porte vitrée derrière elle. Elle la verrouilla. La pièce semblait vide. Des pots en terre cuite renversés jonchaient le sol. Un fauteuil de lecture en velours avait été éventré, le rembourrage explosant comme de la neige. « Je sais que vous êtes ici, dit Tessa, sa voix calme, projetant au coin de la pièce. Elle ne cria pas. « Mon nom est Tessa. Je suis la nouvelle nounou. On m'a dit que vous aimiez casser des choses. » Silence. Puis un bruissement derrière une grande fougère. Tessa ne se retourna pas. Elle marcha vers le centre de la pièce, ramassa un livre tombé, une première édition de l'Appel de la forêt, ironiquement, et le dépoussiéra, grognement. C'était un son bas et vibrant, venant de 2 directions, la flanquant. Tactique de meute. Ils se coordonnaient. Des ombres des palmiers, 2 figures émergèrent. Ils avaient 7 ans, mais ils se déplaçaient avec une grâce fluide et prédatrice qui appartenait au loup. Léo avait des cheveux noirs en bataille, comme son père. Sophie était blonde, ses cheveux emmêlés de terre. Tous deux avaient des yeux entièrement noirs. Leur loup était proche de la surface. Sophie tenait un oiseau mort dans sa main. Elle le serra, le sang goûtant sur le carrelage. Elle testait Tessa, attendant le cri. Tessa ne cria pas. Elle regarda l'oiseau, puis Sophie. « C'est peu hygiénique, Sophie. Mettez-le dans le bac à compost. » Léo s'élança. C'était un flou de mouvement. Il ne se transforma pas entièrement, mais ses dents s'allongèrent et ses ongles durcirent en griffes. Il visa sa taille, un plaquage destiné à lui couper le souffle pour que Sophie puisse finir le travail.
Tessa ne recula pas. Elle esquiva un mouvement si rapide qu'il n'aurait pas dû être possible pour un humain. Alors que Léo volait devant elle, elle tendit un pied, accrochant sa cheville. Léo s'écrasa face la première dans un tas de terreau. Sophie hurla un son qui était moitié fille, moitié banshee et chargea. Elle était plus rapide que son frère. Elle sauta, visant la gorge de Tessa. Tessa laissa tomber le livre. Elle attrapa Sophie en plein vol. Ce n'était pas une prise douce. Elle attrapa la fille par l'arrière de son t-shirt trop grand et la ceinture de son jean, utilisant le propre élan de la fille pour la faire tournoyer. Tessa claqua Sophie sur le fauteuil de lecture en velours. Pas assez pour blesser, mais assez pour étourdir. Avant que Sophie ne puisse se relever, Tessa était là, penchée sur elle, les mains posées sur les accoudoirs, piégeant la fille. Mauvaise idée. Tessa murmura. Léo se relevait de la terre, grognant, ses yeux clignotants en or maintenant. Il se préparait à se transformer. S'il se transformait, il la déchirerait. Un loup de 7 ans était toujours une machine à tuer de 100 livres. Léo, claqua Tessa. Sa voix changea. Ce n'était pas la voix d'une nounou. Elle portait une résonance, une fréquence qui faisait vibrer les vitres du solarium. « Asseyez-vous !» L'ordre frappa le garçon comme une gifle physique. Ses genoux fléchirent. Il s'assit massacreusement dans la terre, la bouche ouverte, la transformation reculant instantanément. Sophie, piégée dans la chaise, se figea. Tessa se redressa, lissant sa blouse. Elle ramassa l'oiseau mort là où Sophie l'avait laissé tomber, marcha vers la poubelle et s'en débarrassa. Elle sortit un paquet de lingettes humides de sa poche. « Mon nom est Tessa », répéta-t-elle, marchant vers Léo. Elle s'accroupit, essuyant la saleté de sa joue. Il tressaillit, mais il ne mordit pas. Il était trop confus. Les humains ne bougeaient pas comme ça. Les humains n'avaient pas des voix qui forçaient un loup à s'asseoir. « Je ne suis pas les autres nourrices », dit Tessa, regardant entre les deux. « Je ne me soucie pas si vous vous transformez. Je ne me soucie pas si vous grognez. Mais vous ne me chasserez pas. Si vous essayez de me chasser à nouveau, je ne serai pas aussi poli que je l'étais tout à l'heure. Nous comprenons-nous » Les jumeaux échangèrent un regard. C'était la première fois que la peur entrait dans leurs yeux. Pas à peur des abus, Gédéon ne leur avait jamais mis la main dessus, mais la peur d'un prédateur supérieur. « Qui êtes-vous » murmura Léo, sa voix rauque. « Je suis votre professeur, dit Tessa. Maintenant, nettoyez cette saleté. Le dîner est dans 1 heure. » Sur le balcon, surplombant le solarium, caché par les ombres du 2e étage, Gideon Coven baissa les jumelles. Son cœur martelait contre ses côtes. Il s'attendait à voir du sang. Il s'attendait à la voir courir vers la porte. Au lieu de cela, il vit son fils, assis dans la terre, docile. « Qui êtes-vous vraiment » marmonna Gideon à lui-même, observant la femme qui bougeait comme un fantôme et commandait comme une reine. Il sortit son téléphone et appela son bêta Victor. « Victor, dit Gideon, ses yeux rivés sur Tessa. Faites une enquête de fond plus approfondie sur Tessa Reynolds. Je veux savoir où elle est née, qui étaient ses parents et pourquoi il y a un trou dans son historique d'emploi. Il y a 3 ans. Quelque chose ne va pas. » Alpha, la voix de Victor était lisse et huileuse. « Non, dit Gideon, quelque chose est enfin juste et cela me terrifie. » Les nouvelles voyageaient vite dans la maison Coven. Au moment où le dîner fut servi à 19h à Hulul PM, le personnel regardait Tessa comme si elle était un cadavre ambulant qui n'avait pas encore eu l'information. Martha, la gouvernante en chef, une femme robuste aux yeux gentils, mais avec un tic nerveux, coinça Tessa dans le couloir. « Vous n'auriez vraiment pas dû les toucher, ma chère, » murmura Martha, tordant un torchon. L'alpha, il n'aime pas que d'autres manipulent physiquement les chiots, et s'ils lui disent que vous les avez blessés... Je ne les ai pas blessés, Martha. J'ai établi des limites, répondit Tessa, vérifiant sa montre. Monsieur Coven se joint-il à nous pour le dîner? L'alpha mange dans son bureau. Il ne le fait pas. Il ne mange pas avec les enfants. Pas depuis l'accident.
Tessa rangea cette information, l'accident, la mort de sa femme, le moment où la famille s'est brisée. La salle à manger était un espace caverneux avec une table assez longue pour 20 personnes. Léo et Sophie étaient déjà assis à l'extrémité. Ils s'étaient lavés, bien que Léo ait encore une tache de saleté sur son cou. Ils se chuchotaient, jetant des regards sombres à la chaise vide en bout de table, la chaise de Gideon. Tessa s'assit directement en face d'eux, pas à l'extrémité, mais assez près pour intervenir. La nourriture fut apportée, poulet rôti, pommes de terre et un steak cru pour chacun des jumeaux. C'était standard pour les enfants loups d'avoir besoin de beaucoup de protéines et de fer. « Où est-il? » demanda Sophie, poignardant son steak avec une fourchette. « Votre père travaille, » dit Tessa, dépliant sa serviette. « Il nous hait, » dit Léo avec désinvolture. Il déchira un morceau de viande crue avec ses dents. « Parce que nous avons tué maman. » L'air quitta la pièce. Tessa arrêta sa fourchette, planant à mi-chemin de sa bouche. C'était la racine du problème. Le traumatisme. « Vous n'avez pas tué votre mère, » dit Tessa doucement. « Oui, nous l'avons fait, » claqua Sophie. Ses yeux commencèrent à luire de ce jaune maladif à nouveau. « Elle est morte en nous donnant naissance. Nous étions trop forts. Nous avons mangé sa magie et elle est morte. » C'est ce que dit oncle Victor. La prise de Tessa sur ses couverts se resserra. Oncle Victor, le bêta. Pourquoi un bêta dirait-il à des enfants qu'ils ont assassiné leur mère? Ce n'était pas juste cruel. C'était une guerre psychologique calculée. Oncle Victor est un menteur, dit Tessa fermement. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent en claquant. Victor entra d'un pas assuré. C'était un homme grand, svelte et acéré, avec des cheveux blonds gominés et un costume cher qui semblait déplacé dans les montagnes rustiques. Il avait l'odeur d'eau de Cologne chère et d'ambition. « C'est une accusation dangereuse à faire à l'appât de meute, mademoiselle Reynolds, » dit Victor, souriant. Cela n'atteignait pas ses yeux. Tessa se leva. Elle n'aimait pas la façon dont il regardait les enfants comme s'ils étaient des actifs brisés. « Je corrige simplement une idée fausse, Monsieur Trent, » dit Tessa. « Dire aux enfants qu'ils sont responsables de complications obstétricales est abusif. » Victor rit, s'approchant. Il entra dans son espace personnel, utilisant sa taille pour intimider. « Vous êtes la nounou. Vous changez les couches et leur apprenez l'ABC. Vous ne discutez pas de la politique de la meute ou de l'histoire familiale. Si vous les confondez, je vous ferai enlever. » Est-ce une menace? C'est une promesse. Victor se pencha, lui chuchotant à l'oreille. Vous ne durerez pas la semaine. Gideon continue à vous embaucher, vous les humains errants, parce qu'il est désespéré. Mais ces monstres ont besoin d'une cage, pas d'un professeur. Je vais les mettre dans une, finalement. Soudain, un grognement sourd gronda de la table. Ce n'était pas Léo. Ce n'était pas Sophie. C'était Gideon. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre, ressemblant à un nuage d'orage sur le point d'éclater. Il était en manche de chemise, ses avant-bras noueux de muscles. « Victor, » dit Gideon. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'une autorité absolue. « Éloignez-vous de la nounou, » Victor se raidit. Il recula immédiatement, inclinant légèrement la tête. « Alpha, j'étais juste en train d'accueillir mademoiselle Reynolds. » « On aurait dit que vous la menaciez, » dit Gideon, entrant dans la pièce. La température sembla chuter de 10 degrés. Il ignora Victor et regarda les jumeaux. Puis, pour la première fois depuis des mois, il regarda la chaise vide en bout de table. Il l'attira et s'assit. Les jumeaux se figèrent, la bouche ouverte. « Martha » appela Gideon. « Apportez une autre assiette. » Il regarda Tessa. Ses yeux dorés la perçaient, cherchant. Essayez-vous, mademoiselle Reynolds. Dans cette maison, nous ne faisons pas de chichi quand il y a de la nourriture sur la table. Victor parut furieux. Il avait été renvoyé sans un mot. Alpha, nous avons les rapports de périmètre à discuter. Pas maintenant, Victor, Gideon grogna. Je dîne avec mes enfants. Victor tourna les talons et sortit en trombe, les lourdes portes tremblant à son passage. La table était silencieuse.
Léo regarda son père, terrifié et plein d'espoir. « Mangez » commanda Gédéon. Ils mangèrent. C'était le repas le plus maladroit de la vie de Tessa, mais c'était un début. En le regardant couper son steak, elle remarqua que sa main tremblait légèrement. Il essayait. Il était terrifié par ses propres enfants, terrifié de voir le monstre qui avait tué sa femme dans leurs yeux. Mais il essayait à cause d'elle. Mais Tessa ne pouvait pas se détendre. Elle savait que Victor n'avait pas fini, et elle savait que l'enquête de fond que Gideon avait ordonnée reviendrait avec un trou. Un trou qui cachait le fait que Tessa Reynolds n'était pas juste une humaine, Bison. Elle était quelque chose que le monde des loups-garous pensait éteint. Et si Gideon découvrait ce qu'elle était, il ne la virerait pas. Il serait tenu par son devoir de la tuer. 3 semaines passèrent. Au domaine Coven, 3 semaines étaient une éternité. Habituellement, le roulement du personnel se produisait dans 3 jours. Mais la maison avait changé. Le silence suffocant fut remplacé par les sons de rire hésitants et occasionnellement le bruit sourd de ballons de soccer frappant les murs de la bibliothèque. Un son qui faisait autrefois tressaillir le personnel, mais qui maintenant faisait seulement Gideon Coven interrompre son travail et d'écouter. Tessa avait mis en place une routine. Les matins étaient pour les Léos et les après-midi pour l'effort physique pour brûler l'énergie du loup et les soirées pour la lecture. Elle traitait Léo et Sophie non pas comme des bombes à retardement, mais comme des enfants avec une condition médicale très spécifique et exigeante. Mais la paix était fragile. Un mardi pluvieux, Tessa était dans la cuisine préparant une tisane. Elle était épuisée. Garder 2 jeunes alphas sous contrôle exigeait une dominance mentale qui la vidait complètement. « Vous avez l'air d'avoir fait 12 rounds avec un ours », gronda une voix profonde. Tessa se tourna. Gédéon était appuyé contre l'îlot de cuisine. Il avait jeté sa veste de costume, sa chemise blanche retroussée jusqu'au coude. Il ressemblait moins à l'alpha terrifiant du Bitterroot et plus à un père fatigué. « Juste 12 rounds avec la division longue », répliqua Tess, appuyé contre le comptoir. Léo déteste les maths. Il a essayé de manger son manuel. Il tient ça de moi, ami Gideon. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Cela transforma son visage, adoucissant les traits durs du chagrin. Tessa, Il hésita, faisant tourbillonner le liquide ambré dans son verre. Je ne les ai pas vus aussi calmes depuis avant la mort de leur mère. Je ne sais pas quelle magie vous utilisez, mais merci. Ce n'est pas de la magie, Gideon. C'est de l'attention. Ils agissaient ainsi parce qu'ils faisaient leur deuil, et tout le monde les traitait comme des monstres. Si vous traitez un enfant comme un monstre assez longtemps, il se fera des griffes juste pour vous donner raison. Gideon baissa les yeux, la honte assombrissant ses yeux dorés. Je ne pouvais pas les regarder. Chaque fois que je voyais Sophie, je voyais Eleanor. Je voyais la vie s'écouler d'elle. Il fouilla dans sa poche et en sortit une photographie froissée. Il la fit glisser sur le comptoir en marbre. Tessa la ramassa. C'était une photo d'une femme aux yeux bleus rieurs et de Gideon des années plus jeunes, l'air insouciant. « Elle était belle », dit Tessa doucement. « C'était ma compagne », murmura Gideon. Il fit un pas de plus vers Tessa. L'air dans la cuisine devint lourd, chargé de l'attraction indéniable d'un alpha loup-garou. Le cœur de Tessa martelait contre ses côtes. Elle n'était pas sa compagne. Les humains ne pouvaient pas être les vrais compagnons des loups, mais la chimie entre eux devenait dangereuse. « Vous êtes différente, Tessa », murmura Gideon, sa main tressaillant comme s'il voulait tendre la main et toucher son visage. « Vous ne sentez pas la peur. Vous sentez la pluie, comme l'ozone. Cela apaise le loup en moi. » Il se pencha. Tessa retint sa respiration. Elle savait qu'elle devrait reculer. Elle savait que s'il s'approchait trop, s'il goûtait sa peau, il réaliserait qu'elle n'était pas juste une humaine. Son sang portait un marqueur génétique qui était un anathème pour son espèce. Soudain, un cri perçant brisa le moment. « Papa Tessa !» C'était Sophie. Les yeux de Gideon passèrent d'un or doux à un jaune violent et lumineux. La tension romantique s'évapora,
remplacé par l'instinct létal. Il bougeait avant même que Tessa ne puisse scier, montant les escaliers en flèche. Tessa courut après lui. Dans la chambre des jumeaux, le chaos régnait. Léo était sur le sol, convulsant. Son corps se tordait, les os claquant et se remodelant, alors qu'il était forcé dans une transformation qu'il ne pouvait pas contrôler. De l'écume s'accumulait au coin de sa bouche. « Aidez-le » cria Sophie, reculant dans un coin. « Il a juste bu son jus, et puis il est tombé. » Gédéon tomba à genoux à côté de son fils. « Léo, regarde-moi, batte-toi. » Mais Léo était perdu dans la douleur. Sa peau était brûlante. « Bougez » ordonna Tessa. Elle ne demanda pas. Elle poussa l'alpha de la meute de côté. Gédéon était si choqué qu'il bougea réellement. Tessa plaça ses mains sur la poitrine de Léo. Elle ferma les yeux et se concentra. C'était la partie dangereuse. C'était le secret. Elle n'était pas une sorcière. Elle était un nul. Sa lignée était une anomalie génétique qui agissait comme une tige de mise à la terre pour l'énergie surnaturelle. Elle pouvait siphonner la magie chaotique qui alimentait la transformation. « Respire, Léo » murmura-t-elle. Elle visualisa l'excès d'énergie, l'adrénaline forcée s'écoulant de lui et en elle. Cela ressemblait à saisir un fil sous tension. La douleur lui traversa les bras, mais elle tint bon. Lentement, les convulsions s'arrêtèrent. La fourrure recula. Les os de Léo reprirent leur place. Il devint mou, inconscient, mais respirant régulièrement. Tessa s'affala, haletant pour l'air, son nez saignant. Gédéon la fixait, non pas avec gratitude, mais avec confusion et suspicion. « Qu'avez-vous fait » demanda Gédéon, sa voix basse. « Ce n'était pas de la RCR. Vous avez arrêté une transformation forcée. Aucun humain ne peut faire ça. » Tessa essuya le sang de son nez. « Je l'ai juste calmé, Gédéon. »« Ne me mentez pas, » rugit Gédéon, la pièce tremblant. « Je l'ai senti. L'énergie. Elle a juste disparu. Qui êtes-vous? » Avant que Tessa ne puisse répondre, Victor apparut dans l'embrasure de la porte. Il tenait un carton de jus vide dans un sac en plastique. Il regarda la scène. Le garçon inconscient, l'alpha suspect, la nounou saignante, et sourit d'un mince sourire de reptile. « Je pense que je peux répondre à ça, Alpha, » dit Victor d'une voix douce. Il entra dans la pièce, jetant un dossier sur le sol. L'enquête de fond est revenue. Ou plutôt, l'absence d'une. Tessa Reynolds n'existe pas, mais Tessa Vance, oui. Gédéon se figea. Vance. Tessa ferma les yeux. La partie était finie. La famille Vance. Victor continua à tourner autour de Tessa comme un requin. Célèbre pour être des chasseurs, pas juste des chasseurs exterminateurs. Il se spécialise dans l'assassinat de renégades et d'alpha. Victor regarda Gédéon. Elle n'est pas là pour s'occuper de vos enfants, Gédéon. Elle est là pour finir le travail que sa famille a commencé. Elle a empoisonné le garçon pour se faire passer pour l'héroïne. Non, cria Sophie. Tessa l'a aidé. Silence, enfant, claqua Victor. Il regarda Gédéon. Elle est une menace. Selon la loi de la meute, un chasseur trouvé dans la tanière de l'alpha doit être exécuté. Gédéon regarda Tessa. La trahison dans ses yeux lui brisa le cœur plus que la menace de mort. Est-ce vrai? Êtes-vous une Vance? Mon nom était Vance, dit Tessa, sa voix tremblante mais défiante. Mais j'ai quitté ma famille parce que je ne voulais pas tuer. Je voulais aider. Je n'ai pas empoisonné Léo Gédéon. Vous devez me croire. Gédéon regarda son fils inconscient, puis la femme qui avait ramené la lumière dans sa maison. Le conflit le déchirait. Enfermez-la dans la cave, dit Gédéon, sa voix froide et morte. Nous tiendrons un tribunal à l'aube. Gédéon, s'il vous plaît. Éloignez-la de ma vue avant que je ne la tue moi-même, grogna Gédéon, lui tournant le dos. Victor attrapa le bras de Tessa, sa poigne meurtrissante. Il se pencha près de son oreille en la traînant dehors. « Bonne tentative, ma chérie, mais personne ne me vole ma meute. » La cave du domaine Kovan était moins un sous-sol et plus un donjon creusé dans la roche de la montagne.
C'était froid, humide, et ça sentait le vieux fer. Tessa s'assit dans le coin de la cellule, frissonnant. Il lui avait pris ses chaussures. Les barreaux de fer étaient renforcés de runes d'argent, inutiles contre un humain, mais torture psychologique néanmoins. Elle rejoua la scène dans la chambre. La crise de Léo n'avait pas été naturelle. C'était de l'aconie mélangée à de l'adrénaline. Un cocktail chaotique destiné à rendre un loup fou. Victor, ce devait être Victor, il était entré avec le carton de jus trop rapidement. Il avait le flacon prêt. Il avait attendu un moment pour la piéger. Mais pourquoi? Pourquoi blesser l'héritier de l'Alpha? Parce que si Léo meurt, la lignée Alpha est brisée, murmura Tessa à l'obscurité. Et si Gideon est jugé inapte à cause du chagrin, le bêta prend le relais. C'était un coup d'État, et elle était le bouc émissaire. Fille intelligente, Tessa sursauta. Victor se tenait de l'autre côté des barreaux. Il tenait une lampe de poche et une arme, un pistolet silencieux. « Vous n'êtes pas censé avoir des armes à feu sur les terres de la meute, » dit Tessa, se levant. « Je suis l'Alpha maintenant, ou je le serai demain matin, » dit Victor. Il déverrouilla la porte de la cellule. « Je suis venu vous offrir un marché. Je ne fais pas de marché avec les abuseurs d'enfants. » Victor soupira, entrant dans la cellule. Gideon est faible. Il n'est plus le même depuis la mort d'Helena. Il laisse ses abominations faire ce qu'elles veulent. La meute perd le respect pour lui. Je fais ce qui est nécessaire pour sauver l'héritage Covan. Je vais abattre les jumeaux. Euthanasie. Tessa sentit une vague de rage si pure qu'elle la rendit presque aveugle. Vous les avez empoisonnés. Vous les empoisonnez depuis des mois, n'est-ce pas? Les rendant agressifs pour que Gideon perde espoir. Petite dose, admet Victor. Juste assez pour les faire craquer. Mais ce soir, j'ai besoin d'un grand spectacle. Il leva l'arme, la visant sur sa poitrine. Je vais vous tirer dessus, puis je vais dire à Gideon que vous avez essayé de vous échapper et avez avoué avoir empoisonné Léo. Dans sa rage, il me tuera ou essayera. Moi et mes hommes sont déjà à l'étage. Nous le ferons tomber. Une nuit tragique. La nounou folle, l'Alpha en deuil, tous partis. Vous êtes fou, dit Tessa. Je suis ambitieux. Le doigt de Victor se resserra sur la gâchette. Clic. Les lumières dans la cave vacillèrent et s'éteignirent. Toute la maison plongea dans l'obscurité. Qu'est-ce que Victor leva les yeux? Un faible bourdonnement mécanique vibra à travers le sol. Le système de sécurité avait été coupé. De l'obscurité du couloir, une petite voix résonna. Elle a dit de s'asseoir. Victor se retourna. « Qui est là ?» Deux yeux jaunes lumineux apparurent dans le noir, puis deux autres, plus bas au sol, Léo et Sophie. « Comment êtes-vous sortis ?» siffla Victor, reculant. « Vous êtes malade. Tessa m'a réparé. » La voix de Léo vint des ombres. Il sonnait différent, plus fort. Elle a enlevé la mauvaise magie. « Et vous l'avez blessé » ajouta Sophie. Sa voix était un grognement. « Retournez dans vos chambres » cria Victor, levant l'arme vers les enfants. Tessa ne réfléchit pas. Elle bougea. Elle se jeta sur Victor, le plaquant autour de la taille. L'arme partit. Bang! La balle ricochant sur le mur de pierre. « Courez » hurla Tessa aux jumeaux. « Cherchez votre père » Victor frappa Tessa du revers de la main, la projetant contre le mur de pierre. Sa tête cogna contre la roche et sa vision se troubla. Il la domina, levant l'arme à nouveau. Salope stupide. Soudain, une ombre massive engloutit Victor. Ce n'étaient pas les jumeaux. Un énorme loup noir, facilement de la taille d'un poney, s'écrasa dans les mâchoires de Victor, se refermant autour du bras tenant l'arme. Crunch! Victor hurla tandis que l'arme tombait. Le loup alpha le jeta à travers la cellule comme une poupée de chiffon. Victor heurta les barreaux avec un bruit sourd et écœurant et s'écroula inconscient. Le loup noir se tenait au-dessus de Tessa, grognant, les crocs découverts. C'était Gideon. Il s'était transformé. Il regarda Tessa, ses yeux dorés brûlants. Il la renifla,
vérifiant l'odeur de poison pour les mensonges. Il sentit le sang sur sa tête. Il sentit sa peur, non pas pour elle-même, mais pour ses enfants. Il poussa un son bas dans sa gorge et lui donna un coup de nez humide sur la main. Tessa tendit la main, enfouissant ses doigts dans sa fourrure épaisse. Il l'a fait, Gideon. Victor a tout fait. Gideon se retransforma. Ce fut une transformation fluide et brutale. Il se tenait là, nu jusqu'à la taille, haletant, son corps rayonnant de chaleur. Il ne regarda pas Victor. Il regarda les jumeaux qui jetaient un œil autour de l'embrasure de la porte. « Êtes-vous d'accord? » demanda Gideon, sa voix se brisant. « Tessa nous a sauvés, » dit Léo, avançant dans la lumière. Oncle Victor a essayé de lui tirer dessus. Gideon se tourna vers Tessa. Il s'agenouilla, ignorant le sang et la saleté du sol du donjon. Il enserra son visage dans ses grandes mains rugueuses. « J'ai failli vous tuer, » murmura-t-il, l'horreur dans la voix. « Je l'ai cru. » « Il avait un bon mensonge, » dit Tessa, grimaçant en touchant la bosse sur sa tête. « Et je vous ai menti, Gideon. Je suis une Vance. Mon sang, il annule l'énergie des métamorphes. C'est pourquoi je peux gérer les jumeaux. J'amortis leur loup. Je ne me soucie pas de votre sang, jura Gideon. Je me soucie que vous ayez saigné pour mes enfants. » Il l'aida à se lever. « Pouvez-vous marcher? » « Je pense que oui. »« Bien. » L'expression de Gideon se durcit en un masque de fureur froide. « Parce que la nuit n'est pas finie. Victor a dit que ces hommes sont à l'étage. Nous avons une meute à nettoyer. » Le domaine Coven était assiégé de l'intérieur. Les loyalistes de Victor, environ une douzaine de loups, qui croyaient Gideon inapte, patrouillaient le rez-de-chaussée. Ils avaient sécurisé les sorties, attendant le signal que l'acte était accompli. Ils ne savaient pas que le signal avait été annulé par une paire de mâchoires. Gideon, Tessa et les jumeaux se déplacèrent à travers les couloirs de service. Gideon avait trouvé une paire de pantalons tactiques et une chemise dans la buanderie. Il se déplaça avec un but silencieux et létal. Emmenez les enfants à la pièce de panique dans la bibliothèque, instruisit Gideon à Tessa. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez pour personne d'autre que moi. « Que vas-tu faire? » demanda Tessa, tenant la main de Sophie. « Je vais leur rappeler pourquoi je suis l'alpha, » dit Gideon. Ses yeux saignaient déjà en or. « Et ensuite, je vais réécrire les règles de cette meute. »« Gideon, » dit Tessa. Il s'arrêta. « Ne meurs pas !» Il la regarda et pendant une fraction de seconde, la rage disparut. « J'ai quelque chose pour lequel vivre maintenant. » Il se tourna et marcha dans le couloir principal. Tessa pressa les jumeaux vers la bibliothèque. Ils étaient effrayés, mais ils étaient aussi des loups Coven. Ils se déplaçaient silencieusement. Alors qu'ils atteignaient les portes de la bibliothèque, un homme sortit. C'était Jensen, le chauffeur, qui avait amené Tessa à la montagne. « Désolé, mademoiselle Reynolds, » dit Jensen, bloquant leur chemin. Il tenait un bâton paralysant. « Victor m'a promis une double part si je sécurisais les louveteaux. » « Écartez-vous, Jensen, » avertit Tessa. « Vous n'êtes qu'une fille humaine, » ricana Jensen, « et ce ne sont que des chiots. » Il s'avança, balançant le bâton. Tessa ne s'y pas. Elle avait grandi dans une maison de chasseurs. Elle savait comment les loups bougeaient. Elle savait qu'ils comptaient sur la vitesse et la force, mais qu'ils étaient arrogants. Elle esquiva le coup, entrant dans sa garde. Elle plaça sa paume à plat contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Nul, » murmura-t-elle. Elle concentra chaque once de sa volonté dans ce toucher. Elle tira. Jensen haleta. Ce n'était pas juste l'énergie qui se vidait. C'était un choc pour son système. Son loup, l'entité qui lui donnait de la force, fut soudainement réduit au silence, supprimé par sa particularité génétique. Il tomba à genoux, haletant, se sentant comme un mortel, se sentant faible. Tessa n'attendit pas. Elle attrapa une lourde statue en laiton sur une table de couloir et la balança. « Thwack !» Jensen s'effondra. « Woti !» murmura Léo. « Vous êtes une super-héroïne. Je suis une nounou !» corrigea Tessa, respirant difficilement. « Il est l'heure de dormir.
à l'intérieur, maintenant. Elle les enferma dans sa pièce de panique de la bibliothèque. Mais elle ne resta pas. Elle ne pouvait pas. Gédéon était là-bas seul contre une douzaine de loups. Alpha ou non, il était en infériorité numérique. Et les hommes de Victor ne se battaient pas pour l'honneur. Ils se battaient pour un coup d'État. Ils se battraient sales. Tessa attrapa un coupe-papier en argent sur le bureau. Une arme pathétique contre les loups. Mais mieux que rien, et courut vers les bruits de combat. Le foyer principal était une zone de guerre. Les meubles étaient brisés. Le placoplâtre s'effritait. Gédéon était un tourbillon de violence. Il était sous sa forme de loup, l'énorme bête noire combattant 3 loups à la fois. Il gagnait, mais il saignait. Des morsures couvraient ses flancs, mais plus de loups affluaient de la cuisine. Il le cernait, coupant sa fuite. Tessa se tenait en haut de l'escalier en marbre. Elle avait besoin de les distraire. Elle avait besoin d'égaliser les chances. Elle se rappela le lustre au-dessus du foyer. C'était un massif de cristal et de fer suspendu par une épaisse chaîne. La commande du treuil était sur le mur près du balcon où elle se tenait. Elle regarda en bas. Gédéon était au centre de la pièce. Les ennemis se rapprochaient. « Gédéon, bouge !» hurla-t-elle. Le loup noir leva les yeux. Il vit sa main sur le levier. Il comprit instantanément. Il rugit un son qui fit trembler les fenêtres et s'élança non pas vers les loups, mais vers la cheminée, dégageant le centre de la pièce. Tessa tira le levier. La chaîne se brisa. La gravité prit le dessus. Des milliers de livres de cristal et de fer tombèrent en chute libre. Crash! Le son était assourdissant. Des éclats de cristal explosèrent comme des shrapnels. Le sol se plia. 4 des loups renégats furent écrasés instantanément. Les autres furent projetés par l'onde de choc et les débris. La poussière remplit l'air. Le silence tomba pendant un battement de cœur. Puis de la poussière, l'alpha se leva. Il secoua le verre de sa fourrure. Il regarda les traîtres restants qui étaient maintenant blessés, étourdis et terrifiés. Gédéon redevint humain, debout au milieu de l'épave, du sang coulant sur sa poitrine, ressemblant à un dieu de la guerre. « Rendez-vous », commanda-t-il. La voix n'était pas humaine, C'était l'ordre de l'alpha amplifié par une rage pure et non altérée. Les loups survivants n'hésitèrent pas. Ils tombèrent sur le ventre, découvrant leur cou. C'était fini. Tessa s'effondra contre la rampe, ses jambes lâchant. Elle regarda Gédéon marcher à travers les débris, non pas vers ses ennemis vaincus, mais vers les escaliers, vers elle. Il monta les escaliers 2 par 2. Il l'atteignit, la tirant dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. Il ne se souciait pas du public, il ne se souciait pas du sang. Elle enfouit son visage dans son cou, inspirant profondément. « Vous avez laissé tomber un lustre. » Il marmonna dans ses cheveux. Il avait l'air hystérique, frôlant le rire. « Femme folle, vous avez laissé tomber un lustre. » Cela a semblé efficace. Tessa balbutia, s'accrochant à lui. Gédéon recula, la regardant dans les yeux. L'adrénaline s'estompait, ne laissant qu'une intensité brute. « Vous avez sauvé ma meute. Vous avez sauvé mes enfants. Vous m'avez sauvé. Je faisais juste mon travail, » murmura Tessa. « Non, » Gédéon secoua la tête. « Vous avez fini d'être la nounou. » Il l'embrassa. C'était féroce, exigeant, et ça avait le goût de poussière et de victoire. C'était une revendication. Quand ils se séparèrent, Gédéon posa son front contre le sien. « Vous êtes la dame de cette maison, Tessa, si vous nous voulez. » Pièces brisées et tout. Tessa sourit, les larmes se mêlant à la poussière sur son visage. « J'ai toujours aimé réparer les choses. » Le soleil se leva sur les montagnes Bitterroot, projetant une lumière pâle et impitoyable sur l'épave du domaine Coven. Le lustre brisé avait été balayé, mais les cicatrices sur les murs et la meute restaient. Tessa s'assit sur le bord du haillon de l'ambulance, une couverture thermique enroulée autour de ses épaules. Un ambulancier cousait une coupure sur son front.
Ses yeux, cependant, ne quittaient jamais les marches d'entrée du manoir. La loi de la meute était rapide. Dans le monde humain, Victor aurait été arrêté, aurait pris un avocat et passé des années au tribunal. Dans le monde surnaturel, la justice était une cérémonie. Gideon se tenait sur les marches de pierre. Il avait lavé le sang, portant une chemise noire fraîche et un jean, mais l'aura de pouvoir autour de lui était si dense qu'elle déformait l'air. Les membres restants de la meute, environ 30 d'entre eux, y compris les familles qui vivaient dans les cabanes environnantes, s'étaient rassemblés en demi-cercle. Au centre, agenouillé sur le gravier, se trouvait Victor. Ses mains étaient liées avec des chaînes en argent. Il semblait petit, dépouillé de son arrogance et de son rang. « Victor Trend !» La voix de Gideon retentit, résonnant sur les pans. « Vous êtes accusé de haute trahison. Vous êtes accusé de tentative de meurtre de l'Air Alpha. Et vous êtes accusé de l'empoisonnement d'un membre de la meute. » Des murmures se répandirent dans la foule. Ils ne savaient pas pour l'empoisonnement. Gideon fit un geste sur le côté. Dr. Harris, le médecin de la meute, s'avança, tenant une tablette. Le rapport toxicologique de Léo et Sophie est concluant. Le docteur annonça, sa voix tremblant légèrement. Ils ingéraient de l'aconie et de l'adrénaline synthétique depuis au moins 6 mois. C'était mélangé à leur approvisionnement en jus. La dose était calculée pour causer une manie d'agression et une éventuelle défaillance organique. C'est un miracle qu'ils n'aient tué personne. C'est un miracle qu'ils soient vivants. La meute allaita. Les mères tirèrent leurs enfants plus près. Nuire à un chiot était le péché ultime dans la culture des loups. Le regard que la meute lança à Victor passa de la confusion à une haine pure et non altérée. « Je l'ai fait pour la meute », hurla Victor, crachant du sang sur le gravier. « Gideon est faible. Il est amoureux d'un nul, un défaut humain. Il introduirait de la faiblesse dans notre lignée. » Gideon descendit les marches. Le gravier craqua sous ses bottes. Il s'arrêta à quelques centimètres de Victor. « Vous avez pris la miséricorde pour de la faiblesse, Victor, » dit Gideon doucement. « Je ne vous ai pas tué la nuit dernière, parce que je voulais que vous voyiez ça. » Gideon pointa le balcon. Léo et Sophie se tenèrent là. Ils étaient propres, vêtus de vêtements frais. Ils avaient l'air fatigués, mais leurs yeux étaient clairs. La brume jaune et maladive avait disparu. Ils se tenaient la main, regardant l'homme qui les avait tourmentés. « Ce ne sont pas des monstres, » dit Gideon. « Ils étaient des victimes, et ils sont assez forts pour vous regarder tomber. » Gideon se tourna vers la meute. « Je ne le tuerai pas. La mort est trop facile, et je ne veux pas son sang sur ma terre. » Il regarda son appât, un homme costaud nommé Kael, qui était resté loyal. « Dépouillez-le de son rang, dépouillez-le de son nom. Emmenez-le à la frontière des terres grises et laissez-le. S'il revient, il doit être chassé comme un renégat. »« Non, » hurla Victor. Les terres grises étaient une bande de territoires désolés entre les meutes habitées par la folie sauvage et la famine. C'était une condamnation à mort, juste une lente. Kael et 2 exécuteurs traînèrent Victor. Ses cris s'estompèrent au loin, avalés par la forêt. Gideon se tenait seul dans l'allée. Il avait l'air épuisé. Le poids de l'alpha était lourd, et pendant un instant, il sembla qu'il pourrait s'effondrer. Tessa repoussa la main du paramédical. Elle laissa tomber la couverture et marcha sur le gravier. Ses jambes tremblaient, mais sa détermination était d'acier. Elle ne s'arrêta pas avant de se tenir juste devant lui, devant toute la meute. « Gideon, » dit-elle. Il la regarda. Le feu doré dans ses yeux s'adoucit en miel en fusion. « Vous devriez vous reposer. »« Je vais bien, » dit-elle. Elle tendit la main et prit la sienne. Un halètement traversa la foule, une humaine touchant l'alpha si casuellement s'était inouïe. « Il regarde, » murmura Gideon, son pouce effleurant ses phalanges. « Laissez-les regarder, » répondit Tessa, élevant la voix pour que la meute puisse entendre. Victor avait raison sur une chose. « Je suis un nul. Mon sang apaise le loup. Je ne suis pas un métamorphe. Je ne peux pas courir avec vous au clair de lune. » Elle s'arrêta, regardant les visages des membres de la meute qui l'avaient jugé, qui l'avaient craigné.
Mais une meute n'est pas juste une question de griffes et de dents, continua-t-elle. C'est une question d'équilibre. Gideon est le feu. Je suis le fil de terre. Vous craignez ces enfants parce qu'ils brûlaient de pouvoir qu'ils ne pouvaient contrôler. Je ne les ai pas apprivoisés. Je les ai équilibrés, elle regarda Gideon. Je ne pars pas, Gideon, à moins que vous ne me l'ordonniez. Gideon porta sa main à ses lèvres. Il embrassa ses phalanges, puis sa paume, puis son poignet. C'était un geste de soumission et de dévotion absolue. Si vous partez, dit Gideon, sa voix rauque d'émotion, alors je ne suis plus alpha parce que je ne peux pas diriger cette meute sans vous. Il se tourna vers son peuple. Ceci est Tessa Reynolds. Elle a sauvé mes louveteaux. Elle a sauvé votre alpha. À partir de ce jour, sa parole porte mon poids. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Silence. Silence absolu. Puis Léo cria depuis le balcon. Elle fait aussi de très bonnes crêpes. Des rires brisèrent l'attention. Cela commença par un petit rire du Dr. Harris, puis se répandit à Kyle et bientôt toute la meute riait. Un son de soulagement, de tension se brisant après des mois de peur. Gideon sourit. Il tira Tessa dans une étreinte, la soulevant du sol. « Crêpe !» murmura-t-il à son oreille. « Le vrai secret de la loyauté de la meute. C'est un outil puissant. » Tessa rit, enfouissant son visage dans son cou. « Attendez juste que je les leur présente les tacos. » Le domaine Covan avait été transformé. L'atmosphère sombre et morose était partie, remplacée par de la chaleur et de la lumière. Le solarium, autrefois un lieu de destruction, était maintenant une serre florissante où Tessa enseignait la botanique aux enfants de la meute. C'était la nuit du solstice d'hiver, la célébration la plus importante pour les meutes de loups. La grande salle était décorée de branches de pin, de rubans d'argent et de milliers de bougies. Tessa se tenait près de la cheminée, ajustant le col de sa robe de velours. Elle avait l'air différente d'il y a un an, plus saine, plus heureuse, et notablement portant une bague en diamant à son doigt qui était assez grande pour être considérée comme une formation géologique. Nerveuse, Tessa se tourna. Gideon était là, tenant 2 verres de champagne. Il portait un smoking qui s'adaptait parfaitement à ses larges épaules, bien qu'il ait toujours l'air de vouloir l'arracher et courir dans les bois. Un peu, admit Tessa. Le conseil est ici. Il me regarde toujours comme si j'étais une expérience de laboratoire. Le Conseil des Alphas, l'organe directeur des territoires loup-garou, avait envoyé 3 représentants au solstice. Ils étaient des vieux, traditionnels et profondément méfiants envers une luna humaine. « Laissez-les regarder, dit Gideon, lui tendant un verre. Ils sont jaloux. Leurs meutes se battent pour le territoire et gèrent des épidémies de renégats. Nous venons d'avoir notre trimestre le plus profitable en 10 ans, et les jumeaux viennent de marquer dans le 90e percentile à leurs examens d'État. C'était surtout le tutorat, fit remarquer Tessa. C'était la stabilité, corrigea Gideon. Il s'approcha, sa présence chaude et englobante. Vous nous avez réparé, Tessa. Vous n'avez pas juste colmaté les trous, vous avez reconstruit la fondation. Papa Tessa, Sophie courut vers eux. Elle avait 8 ans maintenant, grandissant et mince. Elle portait une robe bleue et avait une couronne de houx dans ses cheveux. Léo était juste derrière elle, l'air élégant dans un costume miniature. Oncle Kyle dit que nous pouvons ouvrir un cadeau avant la cérémonie, plaida Léo. Oncle Kyle est une touche douce. Gideon grommela, mais il souriait. Un cadeau, des petits, oui. Les jumeaux s'éloignèrent en courant vers l'énorme arbre. Tessa les regarda partir, une douleur chaude dans sa poitrine. Ils étaient heureux, normal. Aussi normal que des enfants loup-garou pouvaient l'être. Ils grognaient toujours quand ils perdaient aux jeux vidéo et ils mangeaient 4 fois plus que les enfants humains. Mais ils étaient en sécurité. « J'ai un cadeau pour vous aussi. » Gideon dit doucement. « Nous avions convenu pas de cadeau avant minuit, » réprimanda Tessa. « Celui-ci ne peut pas attendre. » Gideon fouilla dans la poche de sa veste. Il ne sortit pas une boîte. Il sortit un morceau de papier plié. Il avait de l'air vieux, les bords usés. Tessa le prit
Elle le déplia soigneusement. C'était un certificat de naissance. Tessa Reynolds. Mais en dessous, agrafé à celui-ci, se trouvait un formulaire d'adoption légale daté d'il y a 30 ans. Tessa leva les yeux, confuse. « Qu'est-ce que c'est? »« J'ai fait quelques recherches, » dit Gideon. « Parce que vous vous inquiétiez toujours de votre lignée, de l'héritage chasseur. » Il tapota le papier. « Vous n'êtes pas une Vance par le sang, Tessa. Vous avez été adopté par eux. Vos parents biologiques n'étaient personne de spécial. Juste 2 humains de Seattle qui sont décédés dans un accident de voiture. Les Vance vous ont recueilli parce qu'ils ont senti votre capacité de nul et voulaient l'utiliser comme arme. » Les mains de Tessa tremblèrent. « Je ne suis pas une chasseuse. Vous avez été élevé par eux, » dit Gideon. « Mais leur sang n'est pas dans vos veines. Vous êtes juste vous. Vous êtes juste Tessa. » Des larmes piquèrent ses yeux, car toute sa vie elle avait porté la culpabilité d'un nom de famille qui signifiait génocide. Elle avait pensé que son ADN même était entaché de haine. « Je suis libre, » murmura-t-elle. « Vous avez toujours été libre, » dit Gideon. Il essuya une larme de sa joue. « Mais je pensais que vous deviez savoir. Le Conseil ne peut plus utiliser votre lignée contre vous. Non pas que ça m'importait. » Tessa rit, un son liquide et joyeux. Elle jeta ses bras autour de son cou. « Je vous aime, Gideon Coven. »« Et je vous aime, Tessa Reynolds, » répondit-il, la serrant fort. « Ma compagne, mon calme dans la tempête. » L'horloge grand-père dans le hall sonna minuit. Un hurlement s'éleva de l'extérieur de la meute, célébrant le solstice. Gideon regarda la fenêtre, puis de nouveau elle. « La meute appelle. Nous devons y aller. »« Allons-y, » dit Tessa. Elle prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Ils marchèrent ensemble vers les lourdes portes en chêne, l'alpha et le nul, la bête et l'enseignante. 2 personnes brisées qui avaient trouvé que leur bord déchiqueté s'emboîtait parfaitement pour faire quelque chose de complet. Alors qu'ils sortaient dans la nuit enneigée, accueillis par les acclamations d'une centaine d'âmes, Tessa réalisa que les rumeurs étaient finalement fausses. Tout le monde craignait autrefois les louveteaux de l'Alpha. Maintenant, tout le monde enviait la famille de l'Alpha, et cela changea tout. Et c'est l'histoire de Tessa et de la meute Coven. D'une nounou terrifiée entrant dans une maison de monstres, à la Luna qui a réécrit les lois de la nature avec rien d'autre que du courage et de l'amour. Cela nous montre que parfois les choses que nous craignons le plus ne font que crier pour de la compréhension. Et que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui se tient à vos côtés quand le monde devient sombre. Wow, c'était des montagnes russes. Si votre cœur s'est emballé quand Gideon s'est finalement transformé pour sauver Tessa, appuyez sur ce bouton. J'aime maintenant. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous resté dans cette maison la première nuit ou auriez-vous couru? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire et voulez plus de romances dramatiques, de rebondissements et de thrillers surnaturels, assurez-vous de vous abonner et de sonner cette cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication. J'ai une histoire encore plus folle qui arrive la semaine prochaine sur un milliardaire qui achète un ticket de loterie d'une femme sans abri. Vous ne voudrez pas la manquer. Merci d'avoir regardé et resté sauvage.